Voilà, je vous avais promis, on se retrouvait 1 ou 2 minutes après. Nous y sommes. Nous allons donc embarquer pour ces grandes questions autour des enjeux spatiaux. Asseyez-vous. Alors peut-être... oui, c'est bien. Bah, prenez place où vous voulez. Je ne sais pas si on vous a placé. Très bien, au centre, c'est bien. C'est parfait. Alors tout a été très vite quand on y pense au sujet de cette aventure spatiale. 1957, premier satellite artificiel envoyé par les Russes, Spoutnik. 1961, premier homme, Youri Gagarin, encore les Russes. 1969, on est vraiment dans la même décennie, même dans les quelques années qui se suivent. 1969, premier homme sur la Lune. Cette fois-ci, ce sont les Américains qui prennent leur revanche. Et aujourd'hui, où en sommes-nous, une soixantaine d'années après? Est-ce qu'on y va toujours pour les mêmes raisons que les pionniers dans l'espace? Quelles sont les grandes puissances spatiales qui sont acteurs de cette aventure aujourd'hui? On a vu, certains milliardaires se sont invités dans la conquête spatiale, avec Elon Musk, le plus connu d'entre eux, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça change à l'histoire? Bref, quels sont les enjeux scientifiques, stratégiques, géopolitiques des activités spatiales aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 intervenants qui m'ont rejoint. Je vous les présente. Au centre, il y a Isabelle Sourbès-Verger. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste des politiques spatiales. Jacques Arnoux, en face de moi, chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales, le CNES, c'est l'agence spatiale française. Les Américains ont la NASA, nous avons le CNES. Et Daniel Kunt, à côté de moi, astronome, chercheur émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. La première question, elle est pour vous, Isabelle Sourbès-Verger. Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne? Est-ce que ce sont les mêmes motivations, les mêmes raisons qui font aujourd'hui que l'on explore l'espace, que l'on tente de retourner sur la Lune, que l'on envoie des satellites autour de la Terre, que celles qui nous motivaient il y a 60 ans? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous formulez la question. Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne? Parce que là, quelque part, vous avez en tête la Lune. C'est vrai. Parce que, à part ça, on a continué à aller dans l'espace et on a même été de plus en plus dans l'espace. On lance de plus en plus de satellites. Ces satellites sont ceux qu'on utilise dans notre vie quotidienne sans y faire attention, qui nous aident à la météo, au positionnement, au télécom, etc., etc. Alors cela, c'est, je dirais, la partie qu'on oublie un petit peu, ce que l'on appelle les satellites pour la Terre. Alors voilà, donc c'est une infrastructure spatiale, rien de plus. Ça n'est pas plus fascinant que ça. Après, il y a l'exploration. Alors effectivement, l'exploration, mais là je laisserai Daniel Kunt en parler plus que moi, il connaît mieux, qui est justement cette exploration scientifique, c'est-à-dire la découverte scientifique, ce que ça représente d'aller explorer l'espace avec des sondes, des robots, d'aller parfois très très loin. Et là, ça aussi, c'est une activité qui se déroule sur le long terme. Il y a eu différents types de missions, ça a coûté plus ou moins cher, la NASA a investi de manière différente, il y a eu d'autres États, mais c'est quand même les États-Unis qui font, je dirais, l'essentiel de l'exploration spatiale. Et puis, il y a ce retour sur la Lune, alors qu'il y a un petit peu un retour aussi parce que l'ambition d'aller sur Mars, elle n'a pas réussi en quelque sorte. Si on remonte aux années 1960, pour tous les grands noms, les ingénieurs du spatial de l'époque, on allait sur la Lune en moins de 10 ans, ça c'était Merci Kennedy, et puis derrière, en moins de 10 ans, on allait sur Mars. Ah oui, mais aller sur Mars, c'est beaucoup plus compliqué qu'aller sur la Lune. Et là, je reviens sur le sens de votre question. Quand on faisait, dans les années 60, qu'on annonçait aux États-Unis qu'il s'agissait d'aller faire une mission, de poser le pas d'un homme sur la Lune, l'idée, c'était de démontrer la supériorité technologique et scientifique des Américains sur les Soviétiques, puisque vous citiez premier satellite, premier homme, première photo de la face cachée de la Lune. Les premières photos de la face cachée de la Lune, ce sont c'est Luna 2, Luna 1 ou 2, je ne sais plus, en 1959. Donc là, vraiment, il s'agissait de reprendre ce flambeau. Aujourd'hui, on ne va pas sur la Lune pour les mêmes raisons. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'Obama, lui, il disait revenir sur la Lune, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on l'a déjà fait. Et lui proposait plutôt des missions d'exploration et de recherche et de développement. Là, les Américains disent, on revient sur la Lune pour autre chose, pour y rester.
Alors en même temps, ce qu'ils mettent en avant quand même sur l'aspect, comment dirais-je, médiatique de la chose, c'est qu'ils vont poser une femme et une personne de couleur. Bon, moi en tant que femme, ça laisse toujours un peu perplexe qu'on puisse considérer que c'est un but en soi de poser une femme, mais bon, admettons. En tout cas, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils vont le faire de manière un petit peu différente. Ça, c'est le politiquement correct. Et puis surtout, c'est installer cette fameuse base. Et la question est, que va-t-on faire sur cette base? Est-ce que ça va être de la science? Est-ce que derrière, on imagine vraiment de l'exploitation? Et les questions qu'on a pu se poser sur l'Antarctique, l'Arctique et les fonds marins, eh bien, c'est une des questions qui vont se poser sur la Lune. On aura l'occasion d'y revenir. On reviendra d'ailleurs au côté scientifique de cette exploration lunaire et autres. Encore peut-être un mot à vous, Jacques Arnoux, sur l'aspect compétition ou coopération. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à la fois les deux sont en compte. C'est-à-dire qu'à la fois les États se sont un peu fait une course au premier qui va sur la Lune, au premier qui envoie un satellite. Et puis on a aussi l'impression aujourd'hui, voilà, la station spatiale, c'est une station spatiale internationale. Thomas Pesquet ce matin nous a dit cette fois-ci le retour sur la Lune, la NASA et l'ESA sont intimement liés. On est obligé d'être embarqué dans l'histoire. La NASA ne le fera pas tout seul. Elle le fera avec l'Agence spatiale européenne. Donc, on en est où entre la compétition et la coopération? Oui, excellente question. Juste un petit clin d'œil à Roland. Vous savez pourquoi on retourne sur la Lune? Comme elle s'éloigne de nous, il faut se dépêcher de la rattraper. Donc, c'est quand même là, maintenant, j'ai une raison supplémentaire. Voilà. Et il nous a dit un peu moins de 4 cm par an. Hein. Oui, mais il faut se dépêcher. Hein. Le lièvre et la tortue, vous connaissez la fable. La coopération et la compétition ont toujours été associées à la conquête, c'est un mot que j'aime bien, tant pis, je l'assume, spatiale. Bon. Quand Kennedy a lancé la course à la Lune, c'est sous votre vérification, il a aussi proposé la coopération aux Soviétiques. Cette coopération n'a pas abouti, et l'image qu'on a gardée, c'est plutôt la compétition, quel serait le premier arrivé. Mais pour autant, la coopération a été tentée. Ça a été proposé à ce moment-là, mais exactement. De façon sincère. Aux Nations Unies. Ça a été proposé aux Nations Unies. Pour quelles raisons les Russes ont refusé, on le sait? Ça coûtait beaucoup trop cher. De collaborer avec les États-Unis? D'aller sur la Lune en moins de 10 ans. Okay. Et puis quelque part, c'était pas dans le programme spatial soviétique. Ouais. Ça n'aurait pas été la même histoire, quand même, que les Russes et les Américains y aillent ensemble, les deux grandes puissances à ce moment-là, ça aurait quand même été... Oui, enfin, en même temps, il ne prenait pas de gros risques, Kennedy, quand il proposait ça aux Soviétiques. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, et puis même si on regarde le coup plus haut, on a plein de lieux, je pense que c'est très important de le dire. Permettez-moi de rebondir du coup. La Chine, elle est en compétition pour la Lune ou... La Chine, aujourd'hui. Est-elle en compétition ou en collaboration? Je lançais juste, histoire de non pas vous déstabiliser, mais de montrer que ces deux éléments de coopération, de compétition que vous avez introduits, je ne suis pas un spécialiste de cette histoire-là, mais je crois qu'elle serait intéressant de la refaire de manière assez précise. Ils sont présents dès le début, au moins dans ce dont nous parlons de questions spatiales. Alors évidemment, il y a des moments où l'un prend le devant sur l'autre. C'est le cas, effectivement, la coopération, ça va être trop cher pour la... C'est pour des raisons de coût qu'on peut la proposer, mais aussi peut-être pour des raisons de coût que l'on peut la refuser. Là, nous parlons de ces deux ténors. Il faut aussi, parce que nous sommes au Havre, que dès le début des années 60, la France, puisque nous sommes la troisième puissance historique spatiale, quoi qu'en disent les Italiens, va proposer, avant le milieu des années 60, de la coopération et va se coopérer avec les Soviétiques aussi bien qu'avec les Américains. Donc, on garde de ces années 60 surtout l'idée d'une compétition, de la course, et en même temps, les mêmes acteurs construisent des éléments qu'on qualifie aujourd'hui de coopération. Et en même temps, d'où la question de Daniel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à juste titre, je comprends très bien, Thomas nous présente la coopération internationale, la Station spatiale internationale, les accords Artemis, mais nous allons en reparler. La compétition n'a pas du tout disparu. Et le cas de la Chine, effectivement, l'une des raisons, puisque vous avez très bien cité la position américaine d'Obama il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de raison d'y tourner parce que la Chine n'était pas encore dangereuse. Enfin, je caricature un peu, mais l'un des motifs qui aujourd'hui prime, il y a 10 ans, n'était pas présent. C'est parce que la Chine veut y aller que les Américains veulent de nouveau y retourner? Non, c'est pas ça. Non.
non, mais très rapidement. Enfin, moi, je pense que la Chine veut y aller parce que la Chine veut faire tout ce qui a été fait dans l'espace et acquérir toutes les compétences. Et il y a un seul satellite naturel, c'est la Lune, donc c'est parfaitement logique. Après, les Américains, eux, ils ont renoncé à Mars. Ils ont aussi besoin de justifier de l'urgence de ce deuxième programme lunaire. Et c'est bien pratique de dire que la Chine y sera et qu'on ne peut pas laisser la Lune à la Chine. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une vraie... Dans le spatial, il y a toujours une instrumentalisation. Mais même dans les pires moments, parce que la Chine, elle est exclue du programme spatial américain depuis les années 90, hein, elle est vraiment mise au banc. Mais dans tous les cas, vous avez quand même des formes de coopération, ne serait-ce qu'avec des stations de suivi, quand vous avez besoin de faire des sondes qui vont sur de l'espace lointain, etc. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais on va le faire court parce que je voudrais faire circuler la parole jusqu'à Daniel. Mais aujourd'hui, la Chine fait effectivement cavalier seul, mais refait tout toute seule. C'est-à-dire que refait sa station spatiale, pas internationale, mais sa station spatiale à elle, envisage d'aller sur la Lune. En fait, tous les maillons de la chaîne, un par un, à coup de grands programme sur 5 ans, elle est en train de refaire tout ce qui a été fait dans l'histoire. La Chine est interdite de coopération avec les États-Unis par les États-Unis et les réglementations sur le transfert des technologies sensibles font que tous les composants américains, et Dieu sait qu'il existe, en compris dans le spatial européen, sont interdits à la Chine. Ouais. Donc la Chine, elle n'a pas d'autre choix que de faire toute seule. Elle s'est plus ou moins fait aider par les Russes, mais voilà. Et donc du coup, ça devient un avantage parce que finalement, la Chine maintenant, elle est complètement autonome. Autonome, et en plus, ce sont des technologies qui, à terme, servent aussi sur Terre. Ce qu'on développe pour le spatial, c'est aussi des technologies qui servent ensuite. Une micro-réaction, et après, vraiment, je donne la parole à Daniel. Mais comme l'histoire n'est jamais simple, la semaine dernière, il y avait un grand congrès d'astronautique à Paris, et j'ai rencontré 2 personnes. Sylvestre Maurice, grand patron des rovers martiens et autres, qui me dit, j'étais invité il y a quelques années par les Chinois parce qu'ils avaient besoin de mon conseil. Ils me font rentrer dans le laboratoire, et devant moi, j'ai le rover chinois, qui est la copie exacte du rover sur lequel lui, comme Français, a collaboré avec les Américains. Mais il dit que c'est la copie exacte, la copie totalement exacte, sauf qu'il y avait besoin quand même de l'expertise de Sylvestre pour que le rover marche parfaitement. Et il a parfaitement marché cette année. Donc, l'autonomie totale, il faut comprendre ce que ça signifie. Oui. Il y a des formes de coopération plus ou moins obligées. Mais d'imitation. Ce genre de détail n'est pas du tout... Mais c'est très intéressant. Voilà, c'est anecdotique parce qu'on la raconte. Ça leur permet aussi d'aller plus vite, voilà. J'imagine. Et l'autre anecdote, cette fois-ci, c'est un des astronautes européens, allemands, qui nous a expliqué avoir été s'entraîner avec une de ses collègues astronautes européennes, avec les Chinois, sur des séances de stage de survie et autres d'astronautes, parce qu'il y a quand même l'idée qu'un jour, tout de même, nous arriverons à avoir de la coopération. Voilà, juste 2 anecdotes pour tempérer nos descriptions parfois un petit peu caricaturales. Alors, on ne démarre pas à zéro, jamais à zéro, même la Chine. Parce que on est toujours sur les épaules des géants. Industriel, ça existe. Voilà, donc, Alors justement, ce qui est intéressant aussi de voir avec vous, Daniel Kunt, l'astronome, c'est que ces missions, peut-être qu'il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux technologiques, il y a aussi des enjeux scientifiques. Ne serait-ce que ces télescopes que l'on envoie en orbite. Alors il y a des télescopes sur Terre et il y a des télescopes en orbite. Il y a Hubble, le télescope Hubble, célèbre. Il y a maintenant le James Webb télescope qui commence à nous envoyer de merveilleuses photos, qui commencent à être diffusées dans le grand public. Pourquoi on les met en orbite, ces télescopes ? Alors, plus toutes les sondes. Plus toutes les sondes, bien sûr, mais allons dans l'ordre, mais commençons par là. Alors, pourquoi on les met en orbite ? Parce que nous avons la chance d'être protégés des méfaits du Soleil. Les bienfaits, on les connaît, mais les méfaits existent aussi, en particulier tous les rayons gamma, les particules ionisantes qui détruisent nos cellules, etc. Donc il y a une protection, en plus on peut respirer, donc c'est agréable d'avoir de l'oxygène avec nous. Et donc il y a toute une partie ce qu'on appelle du spectre électromagnétique qui nous échappe complètement. On est protégé des rayons ultraviolets, on est protégé des rayons X en provenance de l'espace, et de l'autre côté, on est protégé d'une grande partie des rayons infrarouges et des ondes radio. Voilà. Or, pour les astronomes, même pour les physiciens, mais pour les astronomes, c'est intéressant de capitaliser tout ce que les astres nous envoient, et parce que les phénomènes ont des signatures différentes. Ce que l'on observe dans l'ultraviolet fait appel à des phénomènes qui ne sont pas les mêmes, pas toujours les mêmes, que ceux que l'on peut observer dans le visible. Donc ça, c'est une des raisons. Alors, la qualité aussi des images que l'on obtient,
est complètement différente quand on est au-dessus de l'atmosphère que quand on est au-dessous, bien sûr, parce que la turbulence atmosphérique brouille les images. Voilà. Donc voilà les raisons essentielles qui ont poussé les astronomes à très vite installer des satellites. Et puis il y a ces sondes aussi que l'on envoie. Alors on en a envoyé sur la Lune, on en envoie aussi sur Mars. Elles servent à quoi? Qu'est-ce qu'elles permettent de savoir? Finalement, Mars, on a l'impression, même si l'homme n'y est pas encore allé, on a l'impression qu'on a déjà tout un tas d'informations extrêmement précises. Oui, on sait qu'il n'y a pas d'homme vert. Ça, c'était c'était une des préoccupations essentielles durant le 19e et 20e siècle pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru qu'il y avait des canaux martiens. Voilà, on croyait voir des civilisations sur la Lune. Et donc, une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce que la vie existe seulement sur Terre ou existe-t-elle ailleurs? Alors, on peut essayer de détecter dans l'atmosphère des planètes s'il y en a des molécules, des choses qui font appel à la vie, qui font penser que la vie existe, mais effectivement, y aller, c'est quand même différent. Dans le cas de Mars, s'il y a eu de la vie autrefois, il devrait en rester quelque chose sous une forme fossile ou une autre. On veut même savoir s'il y a de l'eau, ou si c'est quelle forme d'eau, quelle quantité, est-ce que c'est la neige carbonique. Bon, il y a d'autres manières de le savoir, mais c'est vrai que aller sur les marnes, explorer les marnes martiennes, c'est une des façons peut-être la plus efficace pour essayer de voir si la vie existait. Mais il y a beaucoup d'autres projets de ce genre. Il y a Titan, par exemple. Alors, Titan, parlons-en. Alors, on est sur les satellites des géantes gazeuses. Voilà. Et là, il y a une multitude de noms, de mondes qu'on ne connaît pas, avec des océans souterrains et peut-être des formes de vie. Exactement. C'est un des grands succès, je pense, intellectuels d'André Braic, qui était un astronome que nous avons tous connu et qui était remarquable. Formidable. Et qui a été un des leaders de l'exploration spatiale en ce qui concerne, pour représenter la France dans ces projets-là, aux côtés des États-Unis. Et en particulier pour Voyager 1, c'est lui qui a persuadé les Américains de regarder autre chose que les planètes, d'aller voir du côté des lunes. Tout le monde croyait à l'époque que les lunes étaient comme la nôtre, un caillou sans intérêt. Et en fait, il y a une variété de mondes, une multitude de mondes extraordinaires. Et alors pourquoi Titan? Parce que Titan, c'est la seule lune, le seul satellite, nous on dit satellite, les Américains disent lune, qui a une atmosphère, et cette atmosphère fait que Titan pourrait ressembler à une lune qu'on a mis en congélation en attendant des jours meilleurs, et où rien ne s'est passé, où rien n'a démarré vraiment. Donc on pourrait dire que, d'une certaine façon, l'atmosphère de Titan ressemblerait à ce qu'était l'atmosphère de la Terre avant que la vie n'apparaisse. Donc c'est très intéressant pour les scientifiques, les biologistes. Question science, la Station spatiale internationale. Alors ce matin, Thomas Pesquet nous a dit qu'on y faisait de la science. À quel point on fait de la science sur la Station spatiale internationale? Il y a toujours 90% de critiques et 10% de positifs, mais prenons le positif. Par exemple, dans les cosmonautes ou les astronautes ou les taïkonautes qui vont... Non, il n'y en a pas. Qui vont dans l'ISS, ils restent parfois 2 mois, 3 mois, bien plus, je crois. 6 mois, ça arrive. En Thomas, 6 il y a passé 6 mois. Leur corps est soumis à des conditions particulières qu'on ne connaît pas sur Terre, qui est l'apesanteur. Et en apesanteur, notre corps subit quand même des petites destructions microscopiques. En particulier, le calcium a du mal à se fixer. Et ça a été un des prétextes pour étudier une maladie que tout le monde connaît et qui atteint les personnes âgées, l'ostéoporose. Et donc là, on a progressé dans ce domaine-là grâce justement à toutes les observations qui sont faites sur les... Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses. On a eu des expériences qui ont été faites justement à l'ISS et qui peuvent être intéressantes. Alors, peut-être que c'est une danseuse, peut-être qu'en fait, c'est beaucoup moins intéressant que ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui dénoncent. Un petit sourire énigmatique que j'aimerais pouvoir percer du côté d'Isabelle Sommesverger. En fait, le problème, c'est que quand vous envoyez un homme dans l'espace, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher parce que cet homme, il faut le faire vivre, il faut produire de l'air, il faut lui donner les moyens d'avoir de l'eau, mais même si on recycle, on dit beaucoup que d'ailleurs aujourd'hui, dans une période où on s'intéresse un petit peu plus au développement durable et à une écologie plus rigoureuse, effectivement, le modèle de la station peut être intéressant sur la manière de recycler des ressources qui sont coûteuses. Donc la science, si vous donnez le choix à un scientifique pour le même budget de faire une mission dans la station ou de faire une mission ailleurs, il ira faire une mission ailleurs parce qu'il pourra faire des choses beaucoup plus importantes dans ce budget-là, c'est ça. Et d'ailleurs, l'astuce de la NASA, ça a été au moment où la Station spatiale internationale était très très contestée par les scientifiques américains, ça a été de dire aux scientifiques américains, vous aurez toujours le même pourcentage des dépenses du vol habité.
Donc si on multipliait par 10 ou par 20 le vol habité, les scientifiques récupéraient 10 ou 20 budgets de plus. Donc finalement, ils se sont ralliés à ça. Mais je crois qu'il arrive que les scientifiques disent qu'ils soient opportunistes. Et effectivement, oui, vous faites avec les moyens qu'on vous donne. Mais c'est sûrement pas le vol habité qui est le programme que vous choisirez en priorité si vous êtes scientifique. Jacques Arnoux, ça veut dire qu'il y a finalement une part de symbole. Cette station spatiale internationale, là aussi, c'est la collaboration internationale. D'ailleurs, actuellement, il y a encore eu un vol avec des Américains et des Russes, malgré la situation actuelle. C'est presque la dernière coopération qui marche en ce moment entre les États-Unis et la Russie. Hein. Oui, effectivement, là, une fois encore, si je peux faire un écho à cette semaine qui s'est achevée à Paris hier, c'était assez étrange comme atmosphère parce que il n'y avait pas de délégation russe, il n'y avait pas de délégation chinoise, ce qui était assez exceptionnel, parce que pour la première fois, le domaine spatial s'est trouvé franchement entamé par les conflits terrestres. La seule chose qui reste, effectivement, vous le citez, c'est la Station spatiale internationale et cet équipage qui va partir dans quelques jours, très prochainement. Mais jusqu'à présent, nous avions l'impression que l'espace échappait entièrement. Or, ce qui n'a pas été le cas, puisque quelques jours après le déclenchement du conflit en Ukraine, tous les Russes ont quitté la Guyane, et donc il y a 2 Soyouz qui ne seront jamais lancés parce qu'ils sont entrés. Un certain nombre de missions qui sont scientifiques. Ouais. ExoMars s'est repoussé pour 2028. Enfin, aujourd'hui, on le repousse pour 2028. Juste la précision, ExoMars, c'était une mission européenne en partenariat avec la Russie qui devait aller chercher la vie sur Mars. Elle était vraiment sur le point de partir, tout était prêt. Oui, elle aurait dû partir cette semaine. Elle aurait dû partir cette semaine. Elle est reportée sine die, elle est reportée... Bon, voilà, cette semaine, on a entendu 2028, mais vous savez bien que les reports de lancement, déjà, ça peut être d'un jour à l'autre. Mais c'est des années de travail des scientifiques. Vieillissent, c'est compliqué. Il y a un problème d'obsolescence qui va sans doute se poser, et puis il faut compléter la partie russe. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, alors, le symbole, c'est intéressant, parce que c'est vrai que, après, quand on rentre dans l'aspect symbolique... c'est autre chose. Là, effectivement, si on entre sur la dimension scientifique, il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le débat, un même budget. Si on en prend une partie pour une station où on fait finalement peu de science, je comprends très bien que la communauté scientifique s'inquiète par ailleurs. Si maintenant on rentre dans les questions de coût, une station, qu'est-ce que ça coûte par rapport à un conflit actuel qui est en Ukraine, ou à une époque, quand on y avait des conflits en Irak, on savait que, on a dit, c'est la guerre à 1000 milliards, c'est-à-dire qu'en 3 ans, donc à ce moment-là... C'était 1 milliard par jour, c'était 1 milliard par jour, coût de l'armée américaine en Afghanistan, à l'époque, chiffre en tête. Donc vous voyez, et pendant ce temps-là, alors justement... D'où on revient sur votre question du symbole, c'est-à-dire quels sont les lieux aujourd'hui ou les domaines dans lesquels nous sommes capables, malgré tout, de garder quelques liens. Je ne parle même pas de coopération. C'est vrai que jusqu'à présent, cette station, aussi critiquable soit-elle, elle avait au moins réussi à travers des accords, à serrer des associations telles que, vous voyez, même actuellement, c'est la seule chose qui tienne. Bon. Alors la question, c'est quelles leçons en tirer de tout ça ? C'est-à-dire comment... En voyant cette histoire, et là encore, ce serait des histoires de relations, et moi je suis incapable de la faire, cette histoire, mais comment en sommes-nous arrivés à trouver un projet, des relations, des accords, pour que des États qui aujourd'hui sont en plein conflit arrivent tout de même à perdurer. Voilà, à perdurer. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer ? Alors, sans oublier ce qui a été évidemment la question scientifique. J'oublie pas mes amis scientifiques. Il ne faut pas, oui, alors ça c'est vrai, mais moi je vous rappelle que l'année dernière, en novembre 2021, la Russie a quand même utilisé un de ses missiles pour détruire un de ses satellites. Et ça, c'est pas anodin. Donc il faut penser à ça aussi. Parce que, indépendamment de tous les échecs que ça suppose, c'était un avertissement du type, vous voyez, j'ai détruit mon missile, mon satellite, mais je peux en détruire d'autres. Donc il y a cet aspect redoutable. Alors vous m'emmenez sur un terrain que je ne pensais pas aborder tout de suite, mais alors on va le faire. On va le faire bien pour que les gens nous suivent. Effectivement, on est dans les questions géostratégiques, géopolitiques, cette question se pose. Les Russes ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Les Chinois aussi. On explique, ils ont détruit un de leurs satellites depuis le sol qui était en dysfonctionnement. Eux ont dit, on se débarrasse d'un satellite. Évidemment, tout le monde voit ça comme une menace en se disant, je suis capable de détruire un satellite en cas de conflit.
Mais je vois que vous avez un regard un peu suspicieux. C'est surtout que détruire un satellite depuis le sol, c'est une opération relativement spectaculaire, passablement idiote, dans la mesure où vous créez une multitude de débris et qu'une fois que les débris sont en orbite, de toute façon, vos propres satellites sont tout aussi gênés que les satellites des autres. Et donc, on se tire une balle dans le pied, en fait. Un peu. Et cette interdépendance dans l'espace, c'est vraiment un des points qui fait que, quand on parle de guerre dans l'espace, on peut espérer que cette guerre n'aura pas lieu, ou en tout cas pas sous cette forme destructive, parce que, précisément, une fois que vous avez les débris, c'est très long de les enlever. Et même, ils retombent par atmosphère, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 50, les premiers à avoir testé des essais antisatellites sont les Américains et les Soviétiques. Or, très vite, ils se sont aperçus qu'il était bien plus intéressant de protéger les satellites. Et le premier grand traité de 72 sur la limitation des armements nucléaires, des missiles intercontinentaux, contenait une corrélation qui était sur le fait que les satellites des uns et des autres ne seraient pas attaqués parce que ces satellites étaient le seul moyen de vérification du fait qu'on limitait bien ces missiles intercontinentaux. Donc la stabilité nucléaire et une quelque forme de diminution du nombre des missiles était vraiment liée aux satellites. Ensuite est arrivé Reagan en 1983 et là vous êtes parti les Américains sont partis dans l'idée qu'il fallait absolument être capable d'intercepter toute menace nucléaire potentielle de l'Union soviétique, et pour ça il fallait des satellites qui soient des satellites capables de détruire des missiles. Si vous détruisez Star Wars, si vous détruisez des missiles, des étoiles, c'est d'ailleurs le nom du projet, c'était vraiment ça. Star Wars. C'était Initiative de défense stratégique qui est devenue Star Wars. Bon. Très vite, les Américains se sont aperçus que ce n'était pas crédible si on voulait protéger de tous les missiles possibles et imaginables. D'ailleurs, les Soviétiques ont mirvé leurs bombes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des fausses têtes nucléaires qui partaient en même temps que les vraies, et là, aller discriminer laquelle est la bonne de laquelle est la mauvaise, vous saturiez complètement le système. Mais l'un dans l'autre, si vous voulez, ceux qui ont relancé cette idée qu'on pouvait avoir des armes dans l'espace, ce sont les Américains. Ouais. Et ensuite, aujourd'hui, les Américains ont annoncé très récemment qu'ils allaient arrêter, qu'ils ne feraient pas d'essais dans l'espace de leur capacité, ce qui a fait répondre aux Chinois, et là franchement je pense que c'est exact, qui est de dire ça y est, c'est que les Américains ont suffisamment vérifié et simulé et que maintenant ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les Chinois en 2007 ont fait leur premier essai anti-satellite, ils ont fait plein de débris. Derrière, ils n'ont jamais refait le même genre d'essai. Les Européens se sont toujours abstenus pour des raisons de bonne conduite, je dirais, parce qu'en fait, vous pouvez démontrer que vous êtes capable de le faire sans avoir besoin d'exploser le satellite. Les Indiens l'ont fait en 2019 avec une raison intéressante qui est de dire que si un jour il y avait une interdiction des essais anti-satellites, ils voulaient être parmi ceux qui l'avaient déjà fait, parce que dans le nucléaire, ils se sont retrouvés exclus. Et puis, les Russes, récemment, dans un contexte de tension, ont voulu démontrer qu'ils étaient aussi capables de le faire. Mais s'il doit y avoir des attaques contre les satellites, et ce que les Américains redoutent plus encore, c'est plutôt des problèmes d'attaque cyber ou plutôt des problèmes de brouillage. Et des histoires d'espionnage aussi. On a vu, ça a été dit par la ministre de la Défense, vous levez les yeux au ciel à chaque fois que je pose une question. Non. Ça a été dit par la ministre de la Défense, un satellite russe qui s'approche mystérieusement d'un satellite français, et on se dit, il est venu pomper des données, il est venu espionner. Ouais. En fait, un satellite qui s'approche d'un autre satellite, ça prend très longtemps. Donc un satellite, vous le voyez venir. Pour déplacer un satellite sur l'orbite géostationnaire, on parle de ça, entre satellites civils, pour le mettre en face de New York et le déplacer en face de New Delhi, ça prend 6 mois. Donc votre satellite, il s'est bien approché subrepticement, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on le voit arriver. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le... Ce qu'on peut faire, si on voulait, on pourrait s'éloigner, mais ce satellite, il dérive depuis 2014 sur l'orbite. Oui, les Russes sont certainement en train de faire des tests avec. Même il a brouillé un satellite pakistanais, apparemment involontairement. C'est pas ce que ça veut dire. Et ce qui était intéressant dans le discours de la ministre, c'était pas tellement le point lui-même sur lequel je trouve on pourrait discuter, mais c'était plutôt de dire, voilà, si quelque chose se passe, comment on défend nos satellites. Ouais. Plutôt ça la vraie question. En cet exemple-là, oui, si on veut, mais c'est pas, on n'était pas en danger. Merci de nous rassurer. Mais bon, mais voilà. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Cela dit, maintenant, il y a clairement un corps armé, l'armée de l'air et de l'espace, comme si l'espace était
aussi un nouveau champ de bataille. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais bien sûr, et nous semblons le découvrir. Mais ça, c'est normal. On a le même processus qui s'est passé il y a un siècle avec l'aviation. Au départ, ce sont les terriens, les cavaliers qui ont dit tiens, on va intégrer ce nouvel instrument qui s'appelle l'avion. L'état-major n'y croyait pas. Et puis, en 1933, je crois, a été créée l'armée de l'air, c'est-à-dire en donnant une autonomie à ces nouveaux outils. Mais depuis le début de l'ère spatiale, les militaires, et même avant l'ère spatiale, les militaires se sont intéressés à cette nouvelle arme, parce que, évidemment, les V2, c'était des armes, donc le lien avec le militaire, c'est congénital. Ouais. Et donc, l'intérêt n'était jamais nul, au contraire, il s'est développé. Et la création, plutôt l'évolution de l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace, c'est reconnaître une situation. Et quand on reconnaît une situation, ça rend aussi les choses plus simples. Ça a des questions de moyens, des questions de créer un corps, de créer un état d'esprit, de savoir où ça se place, parce que où placer l'outil spatial. Donc c'est plus une reconnaissance, me semble-t-il, d'une chose qui existait déjà. Et je crois que je me répète, c'est important de reconnaître les choses, parce que les sachant et l'ayant aussi dans l'espace public, ça permet aussi de le gérer de manière politiquement peut-être plus intelligente. Isabelle Sourbès-Verger, est-ce que c'est le Far West aujourd'hui? Qu'est-ce qui décide, quand on a le droit d'envoyer un satellite, d'occuper telle orbite, en gros, qui fait la loi dans l'espace? Alors, il y a un traité, le fameux traité international sur l'espace de 1967, signé par l'ensemble des pays. Il a un gros défaut, ce traité, c'est qu'il n'est pas précis. Il a un gros avantage, c'est qu'il existe. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1967, vous êtes quand même en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique n'ont pas tout à fait la même conception de la circulation de l'information, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et on est avant la marche sur la Lune. Donc pour les États-Unis, c'est très important que quelques grands principes soient actés. Les grands principes, c'est un État est responsable de ce qu'il lance. Donc tout État, Elon Musk ne peut pas lancer ses satellites sans l'autorisation de l'État américain, parce que s'il tire depuis le territoire américain, s'il y a un problème, c'est l'État américain qui est responsable. Le satellite retombe, fait des dégâts, etc. Bon. Deuxième grand principe, c'est l'espace ne peut être utilisé qu'à des fins pacifiques. Gros défaut, c'est qu'on ne définit pas ce que sont les fins pacifiques. Et on voit bien qu'il y a des satellites militaires. Deuxième niveau, on a dit ces satellites militaires, tant qu'ils ne sont pas directement offensifs, sont considérés comme pacifiques. Donc on rentre encore dans le cadre du traité. Troisième grand principe, l'espace peut être librement utilisé et doit rester librement accessible à tous. Alors, effectivement, librement, ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne le faites pas. Et ça signifie que quand des orbites sont occupées par les premiers, les suivants ont plus de mal à y aller. Alors après, il y a des réglementations complémentaires. Par exemple, pour l'orbite géostationnaire, où l'Union internationale des télécoms vous attribue des positions et des fréquences. Mais je pense que c'est à ça que Daniel Cohn pensait tout à l'heure, quand lui aussi il a fait une mimique, il n'y a pas que moi. C'est que en réalité, si Elon Musk occupe des orbites basses avec 40 000 satellites, ce qu'il a parfaitement le droit de faire dès lors que l'État américain l'autorise au titre de la loi américaine à le faire, effectivement, ces orbites-là, elles sont déjà prises. Donc, le premier arrivé, premier servi, il existe. Et quant à la Lune, se pose la vraie question de savoir, sur l'exploitation des ressources naturelles sur la Lune ou sur les corps célestes, il n'y a pas de précision extrême sur... qui a le droit de le faire et que disent les lois nationales sous l'égide de l'État. Non seulement il n'y a pas de précision, mais il y a eu le traité sur la Lune a été signé par 19 États. Dont aucune puissance spatiale. Voilà. Donc aucune puissance spatiale. Donc ceux qui ne peuvent pas y aller sont d'accord pour respecter la réglementation, et ceux qui y vont n'ont pas signé. Premier arrivé, premier servi. Mais ça veut dire concrètement qu'on peut arriver sur la Lune et dire ce terrain-là, c'est chez moi. Oui, moi j'ai du terrain sur la Lune. Oui. Alors, on peut acheter sur la Lune, on peut acheter pour 50 €, je crois, une petite parcelle de Lune que vous vend un ambassadeur galactique dans une société qui s'appelle je ne sais pas quoi. Bon, vous avez essentiellement acheté le morceau de papier. Hein. Oh. Et globalement, c'est vrai pour les étoiles aussi. Vous pouvez acheter des étoiles. Hein. Ouais. Voilà. Et globalement, il ne vous dit pas quelles sont les coordonnées sur la Lune. Hein. Il précise bien que vous avez l'autorisation, mais pas les coordonnées. Mais en fait, ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire c'est à moi, en faisant comme dans le Far West et en mettant sa clôture pour empêcher les vaches de passer,
En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire ce que font les Américains avec les accords Artemis, dire il y aura une zone de sécurité autour de l'endroit où je suis posé pour la durée dont j'aurai besoin en termes de sécurité. La nuance est subtile quand même. On s'approprie un bout de territoire lunaire. On ne s'approprie pas, on se pose et on considère. Mais après, ils vous disent ça ressemble au terrain des ambassades, où effectivement, vous avez un terrain qui appartient un peu à personne, mais qui n'est pas quand même un terrain américain. Les juristes s'en donnent à cœur joie avec ça. Hein. Oui, ça pose des vraies questions. Bien sûr, même en cas d'accident, qui est l'assureur? Qui assure? L'État. L'État, oui. Mais par exemple, effectivement, les armes nucléaires sont proscrites, mais pas l'énergie nucléaire. Donc il y a quand même du nucléaire qui se promène au-dessus de nos têtes, en espérant que ça ne va pas nous retomber dessus. Pour la propulsion, vous voulez dire des satellites qui utilisent l'énergie nucléaire pour... Certains peuvent se poser des questions. Bon, évidemment, d'immenses précautions sont prises, mais voilà. 2 satellites sont retombés avec des réacteurs nucléaires. Et ça s'est passé quand dans les années 70, bien sûr, quand on l'a su. Et l'Union... Oui, tout de suite. Et l'Union soviétique a payé très cher les Canadiens qui ont épousseté des kilomètres carrés de leur territoire nordique pour récupérer les morceaux de réacteurs nucléaires. Il y a un autre problème qui se pose dans les orbites, c'est, vous l'avez évoqué, ce sont les débris spatiaux. C'est-à-dire que, alors il y a ces satellites qui ont explosé, mais il y a aussi des satellites qui sont en fin de vie et continuent à tourner. C'est très compliqué parce qu'il y a certains débris qui sont suivis par l'armée, donc on n'a pas vraiment accès à ces bases de données. Beaucoup quand même sont suivis, il y a des agences qui le font, et on répertorie assez bien depuis le sol des débris dont la dimension est de, je ne veux pas te dire de bêtises, 10 cm. 10 cm, mais 10 cm, c'est encore assez gros. Il y a des millions de petits débris, beaucoup plus petits que ça. Et une simple bille, enfin une simple lentille, un tout petit grain, ça peut effectivement... Ça va très vite. C'est l'équivalent d'une moto à 180 km/h. Donc on n'aime pas recevoir ça en pleine figure. Ça arrive sur la Station Spatiale Internationale ou sur des satellites, ça fait des dégâts. On en voit, par exemple, sur le satellite Hubble, il y a des impacts à chaque fois qu'il y a eu une mission de service. Vous savez que le satellite Hubble était un satellite extraordinaire de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu des missions de service qui ont permis une longévité incomparable. C'est-à-dire des astronautes qui sont allés le réparer avec des mollettes. Des ingénieurs et des techniciens, ils sortaient, ils prenaient des risques absolument extraordinaires. Donc il faut remercier, parce que grâce à eux, on a pu observer plus de 30 ans avec ce satellite-là, ils travaillent encore, et pour changer des panneaux solaires, pour mettre un instrument plus performant qu'un autre, etc. Et à chaque fois, effectivement, on a pu voir les débris qui étaient... bon, ce n'étaient pas des gros dégâts, mais enfin, ça montre quand même... Et là-dessus, il n'y a pas de législation pour le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces débris qui s'accumulent dans les orbites? Il y a des tentatives, des réflexions qui sont faites pour trouver alors des tas de projets. Certains sont un peu fous, d'autres pas, j'imagine. Pour nettoyer les orbites, c'est ça? Oui, pour nettoyer, effectivement. D'abord, ils se nettoient un petit peu spontanément, parce que là, il y a quand même la résistance de l'air, même s'il n'y a pas beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui redescendent. Mais sinon, il y a des projets de filets, de harpons. Ça, c'est pas pour les tout petits débris, hein, mais... Et puis, on désorbite aussi certains satellites quand ils ne sont plus utilisés. Il y a un point dans le Pacifique qui s'appelle le point Nemo. Nemo, ça veut dire personne. Et ça vient du roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Et donc, ce point est situé, je ne sais plus, à 2000 ou 3000 km de toute région habitée. Et cet endroit, ce n'est pas un point précis, hein, c'est une zone où on jette les satellites. Donc on trouve... Pardon ? On laisse retomber. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un cimetière de satellites au fond de l'océan à cet endroit-là. On s'arrange pour le programmer, évidemment. Il faut l'anticiper, parce que sinon, ça ne va pas tomber tout seul. Il y a un point, on va bientôt passer la parole à la salle pour que vous puissiez poser vos questions, commencer déjà à y réfléchir, mais il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, que j'aimerais traiter avec vous, c'est aussi ce qu'on appelle le New Space. Le fait que pendant des années, ce sont, même des décennies, ce sont les États qui ont organisé la course à la Lune, puis la conquête spatiale, comme vous l'appelez, Jacques Arnoux. Aujourd'hui, les milliardaires, dont Elon Musk, mais ce n'est pas le seul, se sont invités dans la course. Elon Musk avec des projets plus ou moins de science-fiction. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, Elon Musk transporte les astronautes sur la Station Spatiale Internationale, et payé par la NASA pour ça. Il envisage aussi d'aller sur Mars. Là, le projet est déjà un peu plus folklore. Il y a aussi des projets de réseaux de satellites. Alors, dans quelle mesure ça change les choses que maintenant des acteurs du privé, des milliardaires, s'invitent dans la course aux étoiles?
D'abord, il faut quand même voir que c'est à partir de 1984 que les États-Unis ont commencé à pousser la commercialisation de l'espace. C'est-à-dire que pour les États-Unis, l'espace est la nouvelle frontière, on ne le dira jamais assez, et donc cette nouvelle frontière, elle doit être mise en valeur, elle doit être exploitée. Et à l'américaine, si la puissance publique investit des sommes énormes, 50 milliards de dollars tous les ans par les États-Unis contre, on va dire, 14 ou 15 pour l'Europe, donc vous voyez bien qu'il y a vraiment un investissement très important depuis 60 ans des États-Unis, c'est bien pour que derrière, l'entreprise privée fasse du bénéfice dans l'espace et qu'on ait des retours sur Terre, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est pas une surprise, ces acteurs privés. La surprise, c'est qu'elle est venue de gens qui n'étaient pas du milieu spatial, puisqu'ils arrivaient de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire le monde du numérique et des données. Les types de capacités qu'ils ont développées, donc vous citez Elon Musk, c'est effectivement le plus connu avec SpaceX, ils l'ont fait aussi avec des ingénieurs qui arrivaient du monde du spatial. Et ils ont favorisé de nouvelles procédures, de nouvelles façons de fonctionner, beaucoup plus informatisées, et on a un peu vu bouger le monde du spatial d'un monde de ce qui était généralement le monde de la défense ou un monde très, très industriel, aéronautique, à un monde plus numérique. Donc ça, c'est important. Maintenant, le changement majeur, il est qu'on va avoir une compétition commerciale sans doute plus importante. Encore faut-il être sûr que l'espace va vraiment rapporter de l'argent. Vous évoquez les 40 000 satellites de Starlink d'Elon Musk. Pour l'instant, les Chinois lui refusent l'accès au marché. Il considère que parmi ces acquéreurs, il y a le fait que ce sont tous les pays en voie de développement qui auraient besoin d'Internet en temps réel, et c'est beaucoup plus cher de le faire avec des satellites à défilement, mais c'est beaucoup plus rapide pour avoir une réponse, parce que vous ne montez pas à 36 000 et vous ne redescendez pas, ce qui fait un délai quand même de temps. Si je ne me trompe pas, pour le dire très vite, ce projet Starlink, ce sont tout un réseau de satellites, 40 000, vous avez dit? Alors, oui, à la fin, normalement, c'est 40 000, mais pas 40 000 en même temps. Parce qu'en fait, là, vous en avez quand même déjà plus de 3 000 qui ont dû être lancés ou qui vont être lancés. C'est énorme. Et qui seraient en position géostationnaire? Non, justement pas. C'est ça le truc. C'est que tant qu'ils étaient en géostationnaire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que là, vous êtes obligé d'orienter en permanence vos antennes et que vos satellites se parlent entre eux en permanence pour permettre d'avoir du signal en continu et en temps quasi réel. Et la vraie difficulté, elle est là. Donc, quelle est la viabilité économique et la rentabilité de ce projet? C'est pas tout à fait évident. Oui. Et surtout, une fois qu'une de ces constellations-là existe, quelle est la place pour les autres constellations? On voit les Européens essayer de développer une constellation concurrente. On voit l'Union européenne soutenir un projet Connectivity. Puis les Chinois feront le leur. Est-ce que les Indiens feront le leur, etc. Donc c'est ça que ça change. Je vous donnerai la parole, mais Jacques Arnoux, parce que je veux aussi avoir votre avis sur ces réseaux de satellites. En tant qu'astronome, je sais qu'ils peuvent vous gêner. Mais je voudrais savoir aussi au CNES. Vous êtes au CNES, Jacques Arnoux, au Centre national d'études spatiales, l'agence française spatiale. Comment on voit les acteurs du privé dans cette histoire? Ce sont des concurrents? Là encore, c'est de la coopération. Ils vous titillent. Par exemple, Elon Musk avec ses fusées réutilisables. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout au CNES. Une fusée était à usage unique avant que Elon Musk le fasse. Bon, si j'étais politiquement correct, je dirais je demande mon joker. Ah oui? Non, mais c'est une question délicate parce que c'est vrai que quand on a commencé à dresser tout à l'heure le tableau historique de l'entreprise spatiale, puisque le terme de conquête, je sais, est un peu... il y a eu effectivement la course à la Lune, les 10 premières années, 15 premières années, puis après on est tombé sur une zone un peu plus plate d'installation, c'est l'espace utile dont parlait Isabelle tout à l'heure, et qui fait que chacun s'est un peu installé dans une niche avec plutôt performance. Enfin, la saga Ariane européenne est une saga assez extraordinaire de réussite industrielle, et avec évidemment pour les États, parce que c'est surtout les États et quelques industriels très liés à l'État, nous nous installons et nous nous endormons un peu jusqu'au moment où, même si, comme vous le disiez, depuis les années 80, il y a des tentatives de la part des États-Unis de lancer du privé, mais des tentatives qui n'aboutissent pas, parce qu'il faut aussi avoir les ingénieurs, les entrepreneurs, jusqu'au moment où... à peu près au moment où Obama disait on ne retourne pas sur la Lune, en même temps, les États-Unis relancent la chose, et puis arrivent ces personnages un peu étonnants, voire extraordinaires, singuliers. Musk en est finalement la figure. Et là, il faut reconnaître que les Européens en général, et le CNES en particulier, d'abord, nous n'y croyons pas. Ah oui. Tout le monde commence à rigoler un peu. Vous savez, il paraît qu'à Californie, là, il y a un type qui bricole des trucs, etc. Vous n'y avez pas cru au début. Mais non. Mais personne n'y a cru, sauf lui.
Ouais. Et c'est ça le propre des grands-pères, c'est que lui croyait vraiment sa victoire, comme quelques années plus tard, un homme politique américain a cru à sa victoire. Hein. C'est une certaine conception d'esprit. Il y a cru, il a réussi. Il y a d'autres qui avaient cru avant lui qui n'avaient pas réussi. Et vraiment, il faut le reconnaître. Nous n'y avons pas cru. Et de même que nous n'avons pas cru, il suffirait de faire une petite enquête dans les citations, au réutilisable, etc. Aujourd'hui, tout le monde jure par là parce que pour des tas de raisons, c'est très bien vu. Mais il faudra aussi voir si en termes économiques, c'est valable. Parce que la question, elle n'est... Comment dirais-je ? Vous interrogez un membre de l'Agence spatiale française, un organisme public avec une mission et des missions particulières. C'est-à-dire que toutes les questions que vous posez, un entrepreneur privé comme Musk, qui repose beaucoup sur des contrats de la NASA, vous l'avez rappelé, donc il y a besoin du public pour tenir. Mais lui, il a une certaine vision. Mais un organisme public a d'autres missions à assurer. Aujourd'hui, autour d'Ariane 6 et ces questions-là, il y a la question, vous parliez de l'accès à l'espace, vous l'avez très bien dit. Pour accéder à l'espace, c'est libre d'accès, faut-il encore avoir le moyen ? Demain, en ce moment, nous lançons nous allons parler de militaires, des satellites militaires. Franco, quelque chose, on a souvent des partenaires européens. Est-ce qu'on va faire lancer par un lanceur chinois, américain privé ? Il y a quand même des questions de confidentialité, il y a des questions délicates. Donc, est-ce que nous devons continuer à avoir, et nous devons avoir, un accès à l'espace relativement autonome et indépendant. Donc toutes ces questions-là font que le New Space nous a franchement bousculé et il continue à bousculer. En plus, ce sont des gens des GAFA qui savent très bien manier un tas de choses, y compris les vidéos et la communication. Et puis c'est les startups avec le côté fascinant des startups. Hein. Et là, c'est vrai que, j'allais dire, y compris notre gouvernement est assez fasciné par ça. Eh oui. Et alors, c'est bien de soutenir ce genre d'initiative, mais il ne faut pas oublier, et je pense que c'est l'enjeu actuel, des missions étatiques qui ne relèvent pas que de la responsabilité dont vous avez parlé, qui est essentielle, mais aussi de voir un peu l'avenir. Quand nous parlons des problèmes sur la Lune et ces choses-là, comment demain, c'est-à-dire dans 10 ans ou au-delà, comment pourrons-nous défendre un certain nombre, pas seulement d'intérêts, mais de vision politique sur le bien commun, sur le patrimoine commun, si nous ne sommes plus des acteurs. Ah oui, on ne peut pas se désengager de l'histoire. C'est ce que vous nous dites. Si nous sommes relégués dans des places au fin fond de la classe, nous n'aurons plus rien à dire. Alors qui sera le maître de l'espace à ce moment-là ? La vraie question se pose. Comme promis, je vous donne la parole, puis ensuite on va dans la salle. Pour vous, l'astronome, ces satellites, ces initiatives privées, alors il y a ce réseau dont on parlait avec énormément de satellites, il y en a aussi un autre projet, Blue Walker 3, où là ça fait plusieurs 40 mètres carrés, je crois. Je ne sais plus quelle est la dimension, mais oui, c'est assez important. Et l'idée, effectivement, est de permettre au Kidam, à tout le monde, à nous, avec notre simple téléphone portable, d'être connectés. Bon, je pense que c'est un projet commercial. Il faudra payer, s'abonner. Mais effectivement, ça correspond. Chaque antenne serait aussi brillant depuis le sol que ne l'est Vénus. Donc, on imagine comme ça beaucoup Donc des points lumineux dans le ciel qu'on verrait à l'œil nu. Hein. Le projet Starlink aussi, ça pose problème parce qu'à chaque fois que des centaines de petits satellites de gens sont lancés, ça fait des traces lumineuses qui sont observables depuis le sol. Quand on fait des pauses longues, eh bien, on a des traînées comme ça. Alors on se dit quand même, c'est un patrimoine de l'humanité, le ciel noir, hein, et c'est de plus en plus difficile à préserver. On voit moins bien les étoiles quand c'est trop éclairé, c'est ça Oui, parce que vous avez des traces lumineuses sur vos clichés qu'il faut nettoyer, et qui empêchent effectivement de voir derrière. Donc c'est un problème. Toute forme de pollution, d'ailleurs, lumineuse, que ce soit dans l'espace ou même autour de nous. Donc on a vraiment du mal à préserver ça. C'est vrai que maintenant nous avons nos satellites, on a un autre moyen d'observer le monde, mais observer depuis le sol, que ce soit pour tout le monde ou que ce soit pour les astronomes, c'est quelque chose qui nous inquiète et qui nous interroge. Ceci étant, on a beaucoup parlé aussi des liens entre le privé et le public. C'est vrai que l'espace est surprise, enfin, les agents spatiaux, les instances sont surprises de voir l'irruption du privé, mais ça existe déjà partout dans la science, y compris l'astronomie, y compris les projets dont on a parlé. Le télescope spatial Hubble doit beaucoup aussi dans les composants, dans les instruments qu'on fabrique, même les télescopes. On a
recours à l'armée. Par exemple, le télescope spatial Hubble existe déjà sous une forme militaire, sauf que les militaires, au lieu de regarder vers le ciel, regardent le sol, parce que ça leur permet d'observer, d'espionner, etc. Donc il y a vraiment un lien entre le privé, entre l'armée et le civil, entre le privé et le public. Mais ça ne s'arrête pas là quand même. Il y a aussi l'aspect du rêve. Si les gens qui sont ici sont probablement ont à l'esprit que le spatial, ça fait rêver, parce que c'est inaccessible, parce qu'on a découvert le système solaire, on recherche la vie. Cet aspect-là, il ne faut quand même pas l'oublier. Évidemment. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup eu ce matin avec Thomas Pesquet, cet aspect du rêve. Allez, dans la salle, comme promis, on prend quelques questions. Où êtes-vous, les micros? Je vois plein de mains qui se lèvent. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que l'ONU se préoccupe de ce genre de choses pour essayer de faire des textes de loi, pour essayer de limiter... Isabelle Sourbès-Verger. Oui, je répondrai rapidement. Oui, absolument. C'est l'ONU et c'est le COPUOS, qui est le Comité pour les usages pacifiques de l'espace, qui propose à la réglementation. Et il y a d'ailleurs des traités que la Russie et la Chine proposent depuis 2005 pour interdire les armes dans l'espace, etc. Après, l'ONU, dans le domaine spatial, c'est comme dans tous les autres domaines, hein, le type de fonctionnement de l'ONU, avant que vous ayez un consensus international, c'est compliqué. Une autre question? Oui. Oui, mais les micros, les voix. Bonjour. J'ai entendu tout à l'heure que le pays duquel sont lancés des satellites est responsable. Est-ce que ça signifie que tout ce qui décolle de Kourou engage la responsabilité de l'État français sur l'usage de tout ce qui va être désormais utilisé, qui aura été lancé depuis Très bonne question. Jacques Arnoux? Absolument. Alors attention, c'est les états de lancement au sens large, c'est-à-dire que c'est aussi, si vous envoyez un satellite luxembourgeois, le Grand-Duché du Luxembourg est également responsable, c'est-à-dire que tous les éléments, la base de lancement, la fusée, les satellites qui sont à l'intérieur, tous les états qui sont engagés via des entreprises peuvent être déclarés responsables en cas de besoin. Alors évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise qui a les épaules suffisamment larges ou de l'État, on va finalement, s'il y avait un accident, on va peut-être réduire le nombre de responsables. Mais c'est clair que la France, c'est pourquoi nous avons en France une loi des opérations spatiales qui est la transcription nationale du droit international dont Isabelle parlait tout à l'heure, c'est précisément en termes de responsabilité. Et puis alors, quand en plus, comme aujourd'hui, vous l'avez cité tout à l'heure, nous avons une armée de l'air et de l'espace, les juristes se sont remis au travail pour voir comment les opérations militaires, dès lors qu'elles sont prises par une armée, enfin un côté un peu plus officiel, comment ça va aussi faire évoluer la loi. Donc il y a un travail de juriste, hein, les juristes spatiaux, c'est loin d'être simple et c'est pas du tout, comment dirais-je, épisodique. Monsieur, devant. Oui. Où en est la recherche aujourd'hui dans le domaine spatial, par exemple, habiter une capsule, y vivre, y cultiver son potager? Question liée naturellement à l'évolution de la démographie sur la Terre et des problèmes que nous rencontrons. Où en est la recherche? Le vol spatial habité au long cours. Le vol habité au long cours, c'est pas pour demain, mais effectivement, je crois que beaucoup y travaillent. Il y a d'énormes problèmes, les problèmes liés à la solitude, au fait qu'on est tout d'un... Enfin, à un moment donné, on ne voit plus notre planète. C'est quelque chose à laquelle je crois que l'être humain n'est pas vraiment encore habitué. Et pour preuve, d'ailleurs, les expériences qui ont été faites sur la Terre, on a isolé des personnes pendant 6 mois, isolés de tout, pour voir comment ils allaient se comporter. C'est extrêmement difficile. Il y a même d'ailleurs un pôle qui s'appelle Concordia, qui est en Antarctique, où les personnes qui vivent pendant 6 mois vraiment n'attendent qu'une chose. Au bout d'un moment, c'est que l'avion vienne les chercher. Et pourtant, on est encore sur notre planète. Donc ça va être quelque chose d'un point de vue psychologique extrêmement difficile déjà à gérer. Et pourtant, ça ne fait aucun doute. Je crois que ça se fera un jour ou l'autre. Forcément, ça se fera. Alors après... Techniquement, il y a d'autres problèmes, peut-être que d'autres ici en parleront mieux que moi, mais il faut effectivement une certaine autonomie pendant longtemps, il faut de la nourriture, il faut de l'eau. On sait que l'eau, c'est en quantité limitée qu'il faudra recycler, donc c'est sa propre l'eau qu'on va boire, on va la boire et la reboire. Il y a les déchets, il y a énormément de problèmes. Il y a aussi le fait que les personnes qui sont embarquées doivent être soit hommes, soit femmes. Ça aussi, il faut gérer. Il y a aussi le fait qu'il y a des particules qui viennent. L'espace n'est pas
n'est pas inoffensif, loin de là. Donc si on met des blindages, eh bien, ça coûte et c'est compliqué pour le vaisseau lui-même. Voilà, il y a tous ces problèmes-là qui ne sont absolument pas résolus à mon sens. Alors vous avez dit forcément ça se fera. Est-ce que forcément le vol spatial au long cours, est-ce que la place de l'homme est vraiment dans l'espace, Jacques Arnoux? Je ne sais pas si forcément ça se fera, et je n'ai surtout aucune idée du délai. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai déjà pratiqué avec des étudiants en particulier, se projeter en se disant, voilà, je dois réaliser, c'était le cas récemment, je suis élève dans une école agronomique, vous citiez le cas de cultiver quelque chose. Aujourd'hui, ces étudiants ont commencé par faire de la biblio. Ils se sont rendus compte que, oui, effectivement, vous avez peut-être vu des images ce matin, si vous étiez là, si je me souviens bien de la vidéo de Thomas, où il dit on a cultivé des poivrons, ou un truc dans ce genre-là. Bon, avec 2-3 poivrons, on ne va pas très loin dans l'espace, sincèrement. Même nulle part. Même nulle part. Bon, donc, avec 2-3 poivrons. Ce ne sont que les toutes premières étapes, et pourtant, ça fait des années et des années que l'on crée des racks, comme je crois qu'il dit, enfin des compartiments pour travailler là-dessus. Donc, disons que l'idée du voyage au long cours, pour l'instant, prenons-le déjà comme une idée qui peut nous pousser un peu au-delà dans nos recherches, alors que ce soit en psychologie de groupe. Nous avons tous fait une expérience extraordinaire, préparatoire, qui était le confinement. N'oubliez pas. Je pense qu'on n'avait jamais rêvé à une expérience de confinement à une telle échelle. Sans doute que il y a encore plein de leçons à tirer pour des équipages plus réduits, mais nous avons tous été des petits équipages cobayes. Il y a les questions du rayonnement, il y a la question de l'autonomie, il y a la question du recyclage. Le recyclage, c'est pas inintéressant, parce qu'il y a tellement de lieux où nous avons besoin d'améliorer la qualité de recyclage. Donc, pour moi, la question aujourd'hui, elle est pertinente si on n'en fait pas une espèce de science-fiction facile. Alors, pour Hollywood, c'est facile. La patate sur Mars, non, mais ça marche pas. Ouais. Bon, ça c'est pour Seul sur Mars. C'est Matt Damon qui veut pousser des patates sur Mars. En revanche, voilà une question intéressante. La question toute bête que quelquefois on me citait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les astronautes, c'est génial. Ils changent, on a l'impression qu'ils changent tous les jours de polo. Alors ils sont en bleu, ils sont en noir, etc. Mais ils ne font pas la lessive. En fait, au passage suivant d'un Progress, ils mettent tout leur linge sale dans le Progress et il va brûler dans l'atmosphère. Oui, mais quand vous allez sur Mars, comment vous allez gérer les questions de vêtements pendant des missions de 2 ou 3 ans? Vous n'avez quand même pas tout dans le même t-shirt. Bon, donc voilà, c'est intéressant si vous le prenez comme un exercice de pensée ou un exercice technique. Voilà, qu'est-ce que je peux inventer comme système ou qu'est-ce que je peux découvrir? Parce que de fait, nous découvrons que sur Terre, il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'aller sur la station internationale. En revanche, l'exercice en géopolitique, comment gérer un équipage quand de toute façon le contact radio c'est minimum 40 minutes aller-retour. Vous l'avez aussi, je pense, entendu ce matin. Ouais. Isabelle Sorbès-Verger a un moyen pour la lessive, vous lui direz. À vous. Oui, bonjour, merci pour cet échange. J'aurais aimé connaître la position de l'Agence spatiale européenne vis-à-vis de la coopération, de la compétition avec la Chine en particulier. Et votre regard aussi à vous en tant que scientifique sur cette question, alors qui intéresse le domaine spatial, mais plus largement, je pense, de nombreuses sciences aujourd'hui. Qui veut conclure? Juste, l'Agence spatiale européenne, c'est l'exemple le plus beau qu'on connaisse de coopération spatiale. Parce que déjà, c'est de la coopération spatiale entre tous les pays européens. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Donc ça, je pense que c'est vraiment le bon exemple. Ensuite, l'Agence spatiale européenne, elle a essayé vraiment de coopérer avec autant de pays qu'elle peut, et elle a eu des programmes scientifiques en coopération il y a très longtemps, depuis très longtemps, avec la Chine. Et je crois que pas mal d'astronautes de l'Agence spatiale européenne apprennent le chinois parce qu'ils ont bien l'intention de profiter d'une invitation de la Chine sur leur station spatiale dans l'entre-deux probablement. Donc en réalité, l'agence spatiale, elle est ouverte. La vraie difficulté, c'est un petit peu la manière dont les États-Unis, qui sont quand même le principal partenaire de l'agence spatiale européenne, verra cette coopération. Dans le spatial, je dirais que les États-Unis, on l'avait vu à l'époque où on a coopéré, nous, avec l'Union soviétique, sont assez ouverts finalement quand ce ne sont pas eux en direct, parce que à la fois ça ouvre des canaux, ça ouvre des possibilités de coopération ultérieure, et parce qu'il faut quand même espérer que, puisqu'on en est à l'horizon d'un voyage martien, on va quand même être dans un horizon un peu plus proche, on peut quand même espérer que cette rivalité comme ça aussi marquée entre les États-Unis et la Chine soit quand même capable de s'ouvrir un petit peu, au moins dans des domaines de la science et de la technologie. Donc peut-être que je suis résolument optimiste, mais je pense que la coopération dans le domaine spatial, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument protéger.
Un mot de conclusion, Daniel Kunt, on arrive à la fin de cette rencontre. Non, j'aimerais bien voir un équipage partir sur Mars ou ailleurs pendant 3-4 ans, voir ce qui s'est passé. Vous l'imaginez pour des quand, hommes ce et des voyage femmes, sur par exemple, Mars savoir s'ils ont pu se rencontrer, faire l'amour, peut-être enfanter pendant ce voyage, etc. Voilà, tous ces problèmes-là, je trouve ça très, très excitant. Ah bah, oui, bah, ça va bien avec la suggestion. Vous voulez le dire, la suggestion, vous voulez pas le dire. On ne saura pas alors ce que vous avez suggéré. Dommage, je suis sûr qu'il y a un retour, parce que depuis le temps que les cosmonautes sont dans l'ISS ou ailleurs, on doit savoir des choses là-dessus. Une conclusion, Jacques Arnaud ? J'ai rien préparé comme conclusion. Je pense simplement au thème de ces journées, hein, sur les épaules des géants. Je trouve que le spatial a vraiment eu et a encore des géants. Et certains d'entre nous, en tout cas, je me considérais vraiment comme un nain dans le domaine. Et j'ai eu la chance, et j'ai la chance aujourd'hui de côtoyer quelques géants. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, Roland parlait d'horizon, et il fallait dépasser l'horizon pour pouvoir faire une belle chute libre. Bah, l'intérêt des géants, c'est que justement, on monte un peu plus haut, l'horizon se recoule, et aussi la stimulation. C'est ça, pour ça que l'exemple que je donnais sur la pensée des voyages au long cours, c'est que l'espace, parmi d'autres domaines, c'est pas le seul, je fais pas de l'exclusivisme, mais est un milieu, plus qu'un milieu, un espèce de domaine, une atmosphère extrêmement stimulante, parce que nous ne cessons de profiter de nos anciens et de quelques géants, j'ai plein de noms en tête, mais même que nous avons rencontrés, et qui nous inspire une exigence et en même une passion dont je crois que nous avons tous besoin, parce que nous avons bien vu qu'il y a énormément de freins, énormément de difficultés, et l'avenir parfois extrêmement sombre. Mais l'avenir ne sera un vrai futur humain que si nous relevons ces défis de stimulation, de courage, que tous ces géants, je ne sais pas lesquels vous avez cités pendant ces 3 jours, nous ont offert en guise d'héritage. Merci à tous les 3. C'était un vrai plaisir de vous écouter.